Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Alex Deroubet, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle iExplore, une entreprise basée au Japon qui propose du coaching en photo pour les touristes. Un concept totalement unique qui est de dire on va faire à la fois quelque chose qui est un croisement essentiellement entre un tour standard qu'on pourrait faire en touriste, aller voir la ville et apprendre à prendre de meilleures photos. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment est-ce que vous pouvez trouver votre niche dans un marché qui est déjà ultra concurrentiel. Évidemment, le tourisme, en particulier le tourisme au Japon, c'est quelque chose où il y a déjà beaucoup de monde. Même sur la partie photo, il y avait déjà du monde. Alors comment est-ce que Axel a pu trouver son angle unique, son message, son pourquoi pour pouvoir se différencier et trouver des clients? On parlera de comment creuser dans les besoins de votre audience cible pour leur proposer quelque chose qui est vraiment adapté à leurs besoins psychologiques. On parlera de comment identifier les bonnes personnes avec qui vous associez, que ce soit des partenaires ou des employés, avec l'histoire de comment Axel a pu monter sa boîte grâce aux bons partenaires. On parlera aussi de l'expérience d'un entrepreneur français qui monte une boîte au Japon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Quels sont les aspects culturels qui entrent en jeu? Et finalement, on parlera de pourquoi, quand et comment est-ce que vous pouvez exporter votre concept dans d'autres pays, parce que vous verrez que Axel pense déjà à exporter son concept et cherche déjà des gens pour pouvoir monter tout ça. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Axel Deroubet. Salut Axel. Salut Stan. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'inviter. Est-ce que tu peux commencer par nous décrire un petit peu ton business? Alors mon business en fait, c'est au Japon, dans 3 destinations différentes, Tokyo, Osaka et Kyoto. On offre aux touristes du coaching en photographie en fait. Donc la personne qui arrive de France ou d'ailleurs, c'est en anglais, donc on s'occupe surtout du marché anglophone, mais ça n'empêche pas des Français aussi de venir, à partir du moment où ils parlent anglais. Ils arrivent, ils n'ont pas beaucoup de temps, aucune connaissance de la ville et souvent pas beaucoup de connaissances en fait de leur appareil photo ou de la photographie, de l'art photographique en général. Et ce qu'on leur propose en fait, c'est vraiment après une session de 3 heures environ, mais ça peut être plus, de repartir avec des photos dont ils ont toujours rêvé du Japon et plus encore. C'est-à-dire que on veut vraiment, et ça c'est très important, on veut vraiment challenger le regard du touriste au Japon. C'est quoi le tarif d'une session environ? Alors, ça dépend de beaucoup de choses. On a plusieurs formules. La formule la moins chère, c'est une formule où on est en groupe, c'est-à-dire qu'on rejoint un groupe on essaie de garder la taille des groupes assez petite. Donc là, notre max, c'est 6 personnes, c'est-à-dire qu'il peut jamais y avoir plus de 6 personnes sur un groupe donné. Et pour une personne, c'est 9900 yens, donc ça fait à peu près, on va dire, du $60. Derrière, j'ai toujours un peu de problème avec les conversions, il faudrait regarder un petit peu combien ça coûte, mais on va dire que c'est $60 américains pour donc 3 heures. 3 heures de session en groupe. Sinon, si c'est du privatisé, c'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de s'embêter avec un groupe, on est en tête-à-tête, one-on-one avec le coach en photographie. Là, ça peut monter à du 25 000 yens. Donc ça fait, je vais regarder en dollars américains, vite fait les tarifs. Donc ça fait du 218 dollars américains. Okay. Ah oui, le groupe, pardon, c'est 90 dollars américains. J'étais un petit peu en dessous dans mes conversions. Ok. Donc 218 dollars, et ça c'est pour une session donc, de 3 heures. Mais si c'est pour une session plus longue, admettons par exemple une session de 6 heures, là on monte à 490 dollars américains. Et si c'est des ateliers photo qui sont plus recherchés dans le sens où il faut qu'on embauche en fait des figurants. Donc là par exemple dans le cas du Japon, à Kyoto, on a cet atelier particulier qu'on appelle Behind the Mask, derrière le masque, où on loue les services d'une geisha et on la prend en photo, on fait un photoshoot avec elle la fille avant qu'elle se transforme en geisha et après qu'elle se soit transformée en geisha. Là, ça peut monter jusqu'à, pour une session de 6 heures avec la geisha et avec la location du lieu où faire la séance, ça coûte 1624 dollars américains.
Et c'est quoi le profil du client qui va aller faire ce type d'atelier? Alors, on a vraiment de tout. Donc, c'est beaucoup du client anglophone, hein. De toute façon, la clientèle francophone des touristes, en tout cas des voyageurs au Japon, elle est assez minime. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, alors que l'anglophone, là, on va tout de suite dans les millions. Donc, pour un business comme le nôtre qui est assez niche, quand même, la photographie, en général, c'est pas quelque chose auquel on pense à investir quand on va dans une destination en tant que touriste. Donc, c'est quand même très niche. Donc, il fallait qu'on attaque l'anglophone. Donc, c'est des anglophones. La plupart, faut bien avouer que c'est des anglophones. C'est pas nécessairement tous des occidentaux. On a beaucoup de gens assez fortunés de Hong Kong, de Malaisie, de Chine aussi, ça arrive. Et, euh, et c'est des gens en fait qui ont quand même, je dirais environ 38 ans, 39 ans de moyenne d'âge. C'est 50-50 hommes-femmes. Pas vraiment de, il n'y a pas vraiment une catégorie de sexe qui vient plus avec nous. Euh, et, euh, et, euh, en- et on a aussi des jeunes. Alors les jeunes, ça c'est eux, ils vont plutôt aller faire les trucs en groupe, vu que ça coûte quand même assez cher. Donc ils vont prendre plutôt des trucs en groupe. Le type euh, de gens qui vont dans des Airbnb par exemple. Mais en général, je dirais que la moyenne d'âge c'est 38 ans. Et c'est des gens qui, pour la plupart, connaissent déjà un petit peu la photographie, mais pas seulement. Et ça, c'est un gros défi, en tout cas, pour notre business model. C'est d'aller chercher des gens qui n'auraient pas eu idée de faire ça et qui vont apprécier, en fait, l'expérience de la photographie. Donc, comment est-ce que tu trouves tes clients actuellement? Alors, on a plusieurs canaux. Donc, on a notre site, dont on est très fier parce on a mis beaucoup de temps pour le faire. Et c'est un système bien rodé. Donc on a notre site. Donc les gens, quand on a commencé au départ, on était les seuls au Japon à le faire. Donc on avait une position d'entrée dans le marché qui était idéale. Il y avait déjà des gens qui faisaient des trucs un peu similaires, mais personne qui avait réussi à vraiment à créer un business model autour de ça. Comment est-ce qu'ils faisaient des trucs similaires sans avoir de business model? C'était quoi les business models qui existaient Alors, à cette époque? alors il y avait des gens qui existent toujours d'ailleurs, hein, qui pensaient pouvoir faire un produit photographie pour les touristes, mais qui, en dépit de cause, parce qu'ils n'avaient soit pas le marché, soit pas la présence sur Internet, soit pas la présence d'esprit, ou pas la volonté, ils ont choisi la solution de facilité, c'est-à-dire qu'ils sont partis en fait de quelque chose à la base qu'ils voulaient photographique, et ils l'ont transformé petit à petit en quelque chose de tourisme lambda, je dirais juste des visites de la ville touristique, quoi, finalement. Et puis il y avait aussi des photographes professionnels qui, eux, étaient bien trop dans leur monde. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai très vite réalisé quand j'ai commencé le business. Le business, c'est que les photographes artistes font pas de très bons... ils sont pas très bons dans le relationnel avec le client. Donc ces gens-là, en fait, ils avaient l'intention de faire des ateliers photos, mais ils n'avaient pas encore compris, et ils n'ont toujours pas compris, en fait, les besoins du tourisme. Euh, et c'est ça, en fait, qui fait la force, je pense, quand on a créé la boîte avec mon partenaire, qui est très important dans la boîte aussi, Lucas, c'est que même si nous, on a toujours apprécié la photo et on se considère comme photographe, un peu comme tout le monde de toute façon de nos jours, on a quand même mis sur la table des skills, on dit en anglais, je suis désolé, on parle beaucoup en anglais, je parle pas beaucoup en français, donc, des capacités en fait qui, euh, qui vont au-delà de la photographie. Donc moi par exemple, j'ai apporté, ça fait 10 ans que je suis au Japon, donc ça fait 10 ans que je travaille dans l'industrie du tourisme au Japon, donc j'ai apporté tout ce knowledge. Et Lucas, lui par contre, lui c'était un manager, c'était un enseignant aussi, un coach dans la langue anglaise. Donc lui, il a apporté en fait toute cette capacité. Et c'est ça qui a fait en fait qu'on a réussi à créer un produit finalement qui était assez extraterrestre, qui n'existait pas jusqu'à présent et qu'on a réussi à mettre sur le marché en fait. C'est quoi du coup les besoins clients que tu as identifiés? En fait, euh,
vraiment à la base, ce qui manque vraiment à la personne qui vient dans un pays aussi lointain, surtout pour les Occidentaux, qui n'a pas beaucoup de temps, c'est le temps. Donc ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas la connaissance du lieu. Et la connaissance aussi de leur appareil photo et de l'art, de la photographie. Donc voilà, c'est ça qu'on leur apporte. On leur apporte finalement en 3 heures ce qu'il aurait fallu, enfin ce qui nous a pris des années en fait à découvrir en termes de lieu, de connaissance de la lumière, de la qualité de la lumière, des saisons. Donc c'est vraiment ça qu'on leur apporte. On leur apporte vraiment un gain de temps exceptionnel. Et du coup, qu'est-ce qu'ils cherchent à en retirer? Ils cherchent à en retirer surtout une expérience qui sort de l'ordinaire, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de se marketer et se démarquer par rapport aux autres. C'est qu'on essaye de les challenger. On essaye vraiment de faire en sorte que le client réalise qu'il est capable de faire certaines choses qu'il avait toujours cru ne pas être capable de pouvoir faire en fait. C'est quoi, par exemple, tu leur apprends comment régler leur truc d'ISO sur l'appareil photo? Moi, j'y connais pas grand-chose. Moi, j'ai acheté un gros Canon que je garde qu'en automatique pour faire mes vidéos. Ouais. Donc, je vois 50 000 réglages et j'ai aucune idée de ce qu'ils sont censés faire. Alors, dans le monde de la photo, Stan, tout ce qui est réglage, en fait, il faut y penser comme ça. Tout ce qui est réglage, finalement, c'est assez facile dans le sens où, de nos jours, on peut trouver sur Internet tout un tas de formations qui peuvent te donner toute cette connaissance des réglages de l'appareil photo. Parce que nous, on apporte vraiment sur le lieu, en tout cas, pour les gens, pour la personne en voyage ici au Japon, c'est plus le côté artistique. Et c'est là que ça devient plus compliqué, en fait, pour le client. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients, c'est des gens qui connaissent quand même leur appareil. C'est-à-dire qu'ils arrivent et on leur dit, est-ce que vous savez ce que c'est ISO? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ouverture? Oui, je connais. Donc ils arrivent à se démerder un petit peu. Et dans la technique, bon, on leur apporte des choses dans la technique et dans la façon d'utiliser l'appareil. Mais c'est vraiment quand il faut avoir une idée originale et pas juste reproduire la même photo qu'on a vue sur le Lonely Planet, qu'il n'y a plus personne en fait. Et nous on arrive là. Et on les pousse en fait. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'appeler photographe ou enseignant, on est des coachs, on les pousse à aller au-delà de ce à quoi ils avaient pensé. C'est quoi par exemple une bonne idée? Et une bonne idée en fait c'est très difficile à avoir. Parce que ça requiert que le client en fait, ou juste le photographe, arrive à penser, comme on dit en anglais, outside the box. Et c'est très difficile en fait. On est tellement bombardé de nos jours par Instagram, Facebook et tous les comptes sociaux et tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir. Et c'est surtout le cas du touriste justement qui vient au Japon, mais pas que au Japon, ça peut être ailleurs, qui a déjà cette idée préconçue et il est déjà certain de vouloir ces images, que ces images seront bonnes, en tout cas quand il va les prendre. Et puis quand il est sur le lieu, il se rend compte que en fait c'est nul. Et donc il faut aller au-delà. Pourquoi est-ce que c'est nul? C'est nul parce que c'est déjà pris en fait. C'est déjà c'est un peu comment dirais-je? C'est prendre la photo que quelqu'un d'autre a prise en fait. Ça n'a aucune qualité artistique, aucun dépassement de soi en fait. Et pour aller au-delà, il faut prendre son temps et il faut apprendre à regarder en fait. Et ça, c'est très compliqué. Surtout quand on n'a pas le temps. Surtout quand on n'a pas le temps, quand on est un touriste qui n'a que, par exemple, 3 nuitées grand max à Tokyo et 2 nuitées à Kyoto. Donc tout va très vite. Bon, en plus, on est déboussolé. C'est-à-dire que le Japon, c'est quand même pas mal aux antipodes de l'Occident. Donc du coup, on est un peu attiré par tous les gris-gris orientaux. Et on n'arrive pas à prendre des photos originales et on n'arrive pas à prendre des photos dont on est content. Finalement, on prend les mêmes, désolé du terme, mais les mêmes merdes que tout le monde.
Donc, nous, on apporte ce support, en fait, pour les calmer, leur dire, bon, attendez, on va passer un petit peu plus de temps ici, on va prêter attention à ce qui se passe, on va essayer d'être, comme dirait Jean-Claude Van Damme, plus aware de notre entourage, et on va essayer de composer une image qui sorte de l'ordinaire. Mais en quoi, du coup, est-ce que l'image que tu composes est différente? Est-ce que c'est par rapport à l'endroit où tu te places? Est-ce que c'est le sujet que tu choisis? Qu'est-ce que tu leur donnes? Comment est-ce que tu les guides pour qu'en 3 heures, tu aies pu modifier cet aspect-là de leur pratique? Alors, effectivement, il y a plein de petites tricks qu'il faut, de petits tips, en Astuce. fait, astuces qu'on peut donner aux clients pour qu'ils se rendent. Tu fais la même chose que moi, c'est-à-dire que tu donnes un mot en anglais, tu cherches le mot en français et tu le trouves pas ou tu donnes un autre mot en Non, anglais. ça m'énerve. Parce qu'en fait, en plus, tous les. C'est compliqué quand t'as pas l'habitude. Quand tu perds un peu cette main de parler, notamment sur les sujets business, j'ai remarqué ça, c'est que tu as tellement l'habitude d'y parler en anglais que tu connais même plus les équivalents en français. Non, mais je les ai jamais appris. Par exemple, la photo, moi, je l'ai jamais apprise en français. Donc, priorité ouverture, c'est un truc que j'ai appris après avoir appris aperture priority en anglais. Donc, c'est très compliqué pour moi. Donc, qu'est-ce que tu disais par rapport aux astuces? Mais qu'est-ce que tu donnes à un client concrètement? Comment est-ce que tu l'aides à prendre de meilleures photos? Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui dis? Quels sont les aspects qu'il doit changer dans son comportement concrètement pour... Mais déjà, c'est de s'arrêter. C'est d'arrêter déjà, c'est de s'arrêter dans le temps. C'est d'essayer de rester un peu plus statique à un endroit et de changer son point de vue. C'est-à-dire que la plupart des gens, de toute façon, ils vont rester au point de vue, admettons que tu fasses 1m80 à 1m80. Ils vont prendre la photo, ils vont zoomer comme des malades. Et voilà, c'est toujours la même photo et tout le monde l'a prise. Donc je leur dis par exemple ici, plutôt que de faire ça, on va essayer de se mettre accroupi. On va voir ce que ça va donner. Là, du coup, ça donne un angle différent. Après, je leur montre, regardez, on est resté là pendant un petit moment. Est-ce que vous avez vu ce qui est intéressant? Là, en général, ils me disent, bah non. Et je leur dis, mais regardez là-bas, il y a une vitrine d'un magasin, et il y a un reflet intéressant. Est-ce que vous l'aviez vu? Ah non, j'avais pas vu, effectivement. Et donc, dès qu'on s'approche avec l'appareil photo, on commence à prendre la photo, ils se disent, ah putain, mais carrément, mais j'aurais dû le voir. Et vous l'aviez pas vu. Et vous l'aviez pas vu pourquoi? Parce que vous êtes les gens sont tellement dans attention, je vais faire de l'anglicisme, attention span de 2 secondes avec tous les réseaux sociaux et ce avec quoi on est bombardé par l'internet en général, qu'ils ont plus le temps en fait. Ils ont plus le temps de remarquer ce qu'il y a autour d'eux. Et la photographie, ça requiert énormément de temps, si on veut bien la faire. En général, les gens prennent la décision de prendre ton service avant d'être arrivé au Japon ou après? Bien avant. Bien avant. Alors, on a des graphiques, en fait, on prend référence de tout ça. En moyenne, les gens réservent 1 mois à l'avance. On a aussi les bookings de dernière minute qui arrivent 2-3 jours à l'avance. Et puis, au travers de certains canaux, donc par exemple les agences de voyage, qui en général ont une clientèle qui réserve bien avant, on va dire 1 an avant, on a des bookings, on a des réservations qui nous arrivent 1 an avant. Mais le gros de la clientèle, c'est 1 mois et demi avant leur arrivée au Japon, en fait. Et comment est-ce qu'ils entendent parler de toi? Alors, ça aussi, c'est un gros défi pour nous, parce que jusqu'à présent, je veux dire que la plupart de nos clients nous trouvent, parce que c'est assez facile de nous trouver de manière organique ou de manière CPC sur AdWords. Quand on tape... Donc c'est des recherches Google principalement qui Voilà. vont faire ton trafic? Voilà, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on essaie de créer maintenant de nos jours des campagnes. On a d'ailleurs embauché une agence de relations publiques pour essayer, et on a des influenceurs. Je ne sais pas si ça se dit influenceurs en français. Des gens sur YouTube en fait qui font la promotion de nos produits. Comment est-ce que tu travailles avec eux? Comment est-ce que tu les contactes et comment est-ce que tu gères la partie financière avec un influenceur? Alors, ça c'est l'avantage de prendre une agence de relations publiques, c'est eux qui s'en chargent. Donc finalement, on a délégué tout ça. On l'a fait un petit peu au début, nous-mêmes, mais on s'est rendu compte que quand on a une agence de relations publiques, tout va plus vite et tout est plus facile en fait. Donc ça nous coûte plus cher, mais la qualité, enfin ce qu'on en retire en tout cas, est énorme en fait par rapport à ce que nous on aurait pu faire. Comment est-ce que tu mesures ces résultats-là? Alors ça c'est très difficile de mesurer, effectivement.
Mais la façon qu'on a jusqu'à présent et qui est assez organique, c'est que les gens arrivent et ils nous disent: Ah, je vous ai vu sur YouTube. Ah, je vous ai vu dans la vidéo de machin. Et pour l'instant, comme on est encore sur le terrain, nous, à faire des ateliers, on peut encore mesurer ça de manière organique. Après, bon, on a tout un tas de, tu dois bien connaître ça, on a tout un tas de systèmes sur Analytics qui nous permettent de savoir d'où viennent les gens, quel est leur behavior, leur comportement. Du coup, tu as cet aspect influenceur, tu as l'aspect référencement. Est-ce que tu travailles avec des agences de voyage ou est-ce qu'il y a d'autres Oui, partenariats que tu as? Ok. oui. Alors, nos canaux principaux, donc c'est effectivement l'organique sur Google. C'est donc les AdWords et toutes les pubs. C'est aussi les influenceurs et c'est aussi les agences de voyage. Et donc on a des partenariats avec plein d'agences de voyage qui sont basées, la plupart c'est ce qu'on appelle des agences réceptives, c'est-à-dire que c'est des agences, non pas qui sont basées en France, mais des agences qui sont au Japon. Et on a des contrats avec eux pour vendre nos produits. Et c'est pas compliqué, hein. Dès qu'ils sont contents, il y a de bouche à oreille qui fonctionne. Ça a été quand même assez difficile au départ, parce que quand on arrive avec un produit qui est aussi différent du reste des produits qui sont proposés sur le marché, les gens sont un peu... déjà, le client ne le propose pas d'office. C'est-à-dire que le touriste qui va approcher son agent de voyage, il va pas lui dire: je veux faire un circuit, un atelier photo. Mais il va falloir que l'agent de voyage lui propose. Et donc nous, il a fallu qu'on fasse tout un travail en amont de pouvoir convaincre ces gens que notre produit valait la peine qu'ils puissent le mettre en avant à leurs clients, en fait. Et ça s'est passé par eux, venir au Japon, faire ce qu'ils appellent un FAM trip, Familiarization Trip. Ils sont venus, ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont vu qu'on n'était pas des blaireaux, ils ont vu que ce qu'on proposait c'était vraiment original et intéressant, et donc du coup, ils n'ont pas peur de le proposer à leurs clients, en fait. Plus que ça, ils savent qu'en fait, ils peuvent se démarquer par rapport à leur concurrence avec notre produit. L'idée que tu avais à l'origine pour ce projet-là, est-ce que c'est la même que ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que ça a évolué de manière significative entre les deux? Pas du tout, ça a évolué, pas de manière significative, mais ça a énormément évolué. Donc quand j'ai commencé au tout début, j'étais tout seul et j'y connaissais pas grand-chose en photographie. Un peu comme d'autres ont créé des personal computers parce qu'ils voulaient absolument avoir le leur à la maison. Moi, j'ai voulu apprendre la photographie. Il n'y avait personne réellement intéressant pour m'enseigner la photographie au Japon. Donc, j'ai créé ma boîte pour enseigner la photographie, en fait. Et j'ai trouvé des partenaires, Et du coup, tes des partenaires étaient ceux photographes. qui apportaient la compétence en photographie. Exactement. Et toi, Et dans ce partenariat, tu vois ta responsabilité comme étant quoi? celui qui apporte surtout le côté... celui qui apporte le marché, en fait. Parce que comme je t'expliquais avant, le photographe, il connaît pas le marché du voyage et du tourisme au Japon. Donc, je leur ai apporté quand même une grosse base de clientèle. Toi, tu avais ces connexions, en tout cas l'idée de comment la part touristique fonctionnait. Oui, exactement. Et donc, j'ai essayé d'embaucher des photographes. Et je me suis vite rendu compte, comme je t'expliquais auparavant, que c'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire que les photographes sont pas forcément les meilleures personnes, les personnes les mieux placées pour enseigner la photographie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Comment est-ce que tu t'en es rendu compte ça? Tu as commencé par les engager, tu avais du mal à communiquer avec eux. À quel moment est-ce que tu as senti que cette stratégie-là n'allait pas fonctionner? Alors ça, au tout début, ça a été assez rapide en fait. On a fait des tests. C'est-à-dire que, enfin, j'ai voulu faire des tests. Donc j'ai fait des tests gratuits d'ateliers photo gratuits. Nous, on appelle ça Photo Adventures, mais on va l'appeler atelier photo. Donc on a fait des ateliers photo gratuits sur Meetup, ce genre de site. Sur Facebook, on a essayé de prendre des gens. On leur a dit c'est gratuit, venez. Et j'ai testé quelques photographes et je me suis très vite rendu compte que la plupart avaient quand même un ego assez ultra développé. Ils n'étaient pas tournés vers le client. Et c'était des artistes, et ça reste des artistes. Donc c'est pas des gens qui ont cette fibre
cette capacité à pouvoir faire abnégation d'eux-mêmes et à tout envoyer vers le client pour que le client ait une expérience géniale, en fait. Donc ils étaient plus... Le client venait pour eux. Alors que maintenant, nous, on vient vers le client. Tu comprends la différence? Eux, ils avaient un peu cet esprit du je suis le grand photographe, blablabla. Bla, 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 bla. Les clients, s'ils viennent, en fait, c'est pour moi. C'est pour voir comment je travaille. Et nous, c'est pas ce que je voulais. Dès le départ, je savais que c'était pas ce que je voulais. Il fallait qu'en fait, le photographe soit un coach. Il fallait qu'il puisse enseigner, transmettre son savoir, et plus que son savoir, transmettre une envie, enfin une certaine excitation. Et le premier gars, en fait, qui m'a fait comprendre, qui comprenait la chose, donc c'est mon partenaire que j'ai tout de suite, à qui j'ai tout de suite proposé le partenariat, c'est Lucas. Et lui, il m'a dit, après avoir fait un premier test, Axel, mais putain, mais les clients, j'aurais pas juste enseigné la photo, je les ai emmenés dans une aventure photographique. Là, j'ai dit, faut que tu sois mon partenaire, t'as tout compris. Et de là, en fait, c'est parti. Je le connaissais pas du tout. En fait, j'ai trouvé sur Internet, j'ai tapé un peu comme tout le monde tape, Tokyo, photographeur, et j'ai trouvé ce gars, et déjà, rien que par ses photos, j'ai compris que ce gars, c'était pas juste un photographe, c'était un amoureux de sa ville. Et ça, c'était ultra important pour le type de business que je voulais monter, vu qu'on est dans le tourisme. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des coups où c'était des photographes japonais, renommés, qui venaient, mais qui haïssaient le Japon. Ils avaient déjà connu, en fait, ils avaient fait déjà des expériences aux États-Unis, ils raffolaient des États-Unis, ils étaient, entre guillemets, coincés au Japon parce qu'ils sont japonais, ils n'ont pas le visa. Donc les clients venaient, ils essayaient de leur enseigner la photo, mais en même temps, ils disaient « Ah, le Japon, c'est nul, tout ça ». Alors que quand tu es un touriste qui arrive au Japon, tu as plutôt envie qu'on te dise, que tu sois japonais ou pas, « Ouais, le Japon, c'est cool ». Et lui, le Lucas, j'ai tout de suite compris que c'était un gars qui était amoureux de sa ville, de par la qualité de ses photos, de ce qu'elle transcrivait. Ok. Et du coup, c'est drôle parce que j'ai récemment eu une réflexion là-dessus avec différentes personnes dans mon forum qui était à quel moment est-ce que tu dois prendre quelqu'un comme employé, à quel moment est-ce que tu dois prendre quelqu'un comme partenaire. Et je me suis placé dans le camp de dire aux gens d'être assez prudents sur les partenariats dans la mesure où ça crée un fort engagement des deux côtés, tu es un peu marié avec la personne. Et donc, du coup, je conseillais fortement aux gens de travailler avec la personne pendant une certaine période de temps pour pouvoir vraiment savoir si vous allez pouvoir bosser ensemble, si vous allez pouvoir être associés, sachant qu'on a eu plein d'histoires qui sont ressorties encore dans la conversation dans le forum de partenariats où en fait il y a eu un conflit entre les associés, où ils n'avaient plus la même vision, ils n'avaient plus les mêmes envies. Et en fait, une boîte qui marchait s'est écroulée parce qu'il y avait ce conflit qui était central. Donc, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, ce mec-là, il faut qu'il soit partenaire? Et qu'est-ce qui a fait que tu as été confiant assez rapidement de te dire c'est la bonne personne? Écoute, ça, je suis pas. Ça m'est arrivé qu'une fois d'avoir un partenaire. C'est pas des trucs qui arrivent tous les jours, donc tu peux pas vraiment. T'as pas en fait la base de données qui te permettrait de pouvoir faire de pouvoir de manière confiante donner une réponse. Mais en tout cas, moi j'ai écouté mon instinct. Et le gars, en fait, j'avais travaillé avec lui en fait sur une base de freelance. En fait, il était freelance au tout début pendant, on va dire, 1 an. Au tout début, pendant la première année de l'activité de la boîte, il venait faire en tant que coach photographique, on va dire, 5 ateliers par semaine. Et c'est au fil du temps, effectivement, que j'ai vu que le gars, il était motivé, quoi. Et il avait la vision. Et je pense que c'est important. Je pense que ça t'en parle aussi un peu dans tes podcasts. Je pense que c'est vraiment important de prendre des gens basés sur leur attitude et pas sur leur aptitude. C'est-à-dire que ça sert à rien de prendre quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait s'il a une attitude de merde, en fait. Parce que ça, tu pourras jamais la changer. Alors que l'aptitude, tu pourras toujours lui enseigner ce que, au fil du temps, avec l'expérience et avec ton enseignement, il va pouvoir ou elle va pouvoir s'y mettre. Alors que l'aptitude, c'est les pourris dès le départ, t'es dans la merde, en fait. Et le gars, tout de suite, j'ai vu qu'il avait l'attitude. Il avait l'attitude, et ça c'est important, non seulement de quelqu'un qui pouvait apprendre et apprendre de lui-même, mais aussi d'un entrepreneur en fait. J'ai vu qu'il avait la fibre pour ça.
parce qu'il a commencé à me parler de trucs, et c'est lui en fait qui a apporté aussi pas mal de, de connaissances dont j'avais pas idée en fait, par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc je me suis dit ouais c'est le bon. Et je me souviens en fait Du coup, vous avez on quand a même plus ou bossé moins un an signé. ensemble avant de vraiment passer à l'étape suivante, c'est ça? Oui, alors mais c'était pas le seul à bosser avec moi. Et j'avais proposé à quelqu'un d'autre. Et en fait, avec le recul, mais je suis mais trop content. En fait, je me basais à l'époque sur l'aptitude et pas sur l'attitude. Et j'ai été très content en fait de faire ce choix, de me baser par rapport à l'attitude de Lucas, par rapport à l'aptitude du photographe que je voulais avec lequel je voulais être partenaire au départ. Mais je savais déjà qu'il me fallait un partenaire très tôt en fait, parce que je pouvais pas faire ça tout seul. Aussi parce que j'avais d'autres engagements sur d'autres projets. Et alors, je me souviens, on a plus ou moins signé un deal dans une station de métro. On était dans la station de métro de Ikebukuro à Tokyo, au milieu de la foule, et je lui dis, bon écoute mon gars, tu veux être partenaire, pas de problème, tu m'envoies 1 million de yens sur mon compte en banque dans la semaine. Et le gars, il n'y avait aucune garantie, et il me l'a serré la main, il me l'a fait. Donc j'ai reçu le virement un mois après, on avait signé les papiers. Ok. Parce que quand on arrive avec un certain montant d'argent, c'est là aussi qu'on arrive, au bout Ça d'un fait combien un moment, comme les million de Anglais yens? Parce que les gens disent, vont se poser la question et moi j'essaie de faire le calcul oui, dans ma tête par rapport à ce que tu nous as oui, dit tout à l'heure, mais 1 million de yens, attends, faut que je sorte la calculatrice. C'est pas énorme, énorme, mais tu vois, il avait c'est 25 9 ans à 000 dollars. l'époque, donc ouais, hein? On va le dire C'est ça? Ou je confonds? Ouais, c'est ça. 1 million de Japanese yens, 7 800 € pour les gens à la maison qui Ouais, voilà, se posent voilà. la question. Donc Donc c'est quand même un engagement financier. Il y a quand même un truc où la personne croit suffisamment dans ton projet pour mettre un jeton, quoi. exactement, exactement. Tu, Surtout tu qu'il te n'y avait serais rien au départ. senti, tu te serais senti confortable de faire cette association-là sans l'engagement financier ou est-ce que c'était vraiment une étape qui était indispensable? Non, indispensable. Parce que toi, tu avais Indispensable. des jetons financiers significatifs en termes d'investissement sur les départs du projet? Bien sûr, mais sur le projet, au départ, il n'y avait aucun investissement financier. Et ça, c'est la beauté, en fait, de ce qu'on a réussi à créer. C'est que techniquement, il y a besoin de aucun capital aucun capital financier pour faire ce qu'on a fait. On pourrait le faire n'importe quand, demain, s'il fallait tout refaire. Tout ce que ça prend, c'est du temps et de la connaissance, en fait. Mais l'investissement financier, c'est plus par rapport à l'assurance de pouvoir subvenir à ses besoins et pendant un petit temps, quand il n'y a pas encore ce roulement, ce cash flow, en fait. Et j'ai proposé à des gens qui avaient l'air super à fond dedans, mais dès qu'on parlait d'argent, ça coinçait, même s'ils avaient de l'argent. Et c'est là que tu commences à comprendre que l'argent, finalement, est quand même un bon moyen ultime de savoir si le gars il va aller jusqu'au bout ou pas. Hmm. C'est intéressant parce qu'on en parle aussi en termes de validation. Tu peux parler de ton projet à 5 personnes et dire « Ah, c'est génial ton projet et tout, c'est carrément ce dont j'ai besoin. » Et au moment où tu demandes aux gens de payer, de sortir la De carte payer. bleue, tout d'un coup, il n'y a Ouais, plus personne. Et, bah oui, et c'est vrai qu'il y a un côté très… il y a une ligne rouge qui est tracée et tout à fait. et quoi que les gens te disent, en fait, c'est compliqué de savoir vraiment s'ils disent la vérité ou quel est le niveau, la profondeur de leur engagement, tant qu'il n'y a pas de sacrifice qui a été fait de ce point de vue-là. Mais je sais qu'à l'époque, par rapport à sa situation financière, là, le montant que je lui ai demandé, c'était pas anodin. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander 500 francs, 500 euros, donc il faut quand même avoir un certain montant. Et en fait, il faut arriver à une certaine barrière, et si le type ou la fille accepte, ouais, c'est qu'elle a vraiment envie, enfin, elle a la niaque, quoi. Hmm. Ou il a la niaque. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton organisation, à la fois plein temps et puis les gens qui interviennent de manière ponctuelle? Au total, dans notre organisation, on a 5 personnes. C'est que des gars, et c'est que des occidentaux. On aurait bien aimé avoir un peu plus de japonais, mais malheureusement, on n'offre pas les, euh, les prérequis pour embaucher des japonais, apparemment. Ça les intéresse pas. C'est un peu C'est-à-dire, trop. eux, ils sont en recherche C'est-à-dire, de quoi que tu n'offres pas? en fait, le japonais lambda, il va être en recherche déjà d'une certaine stabilité qu'on va pas pouvoir offrir vu qu'on est une start-up. Ils sont assez risque averses. Ils n'aiment pas prendre de risques les japonais.
Et aussi, on n'offre pas en fait des salaires compétitifs vu qu'on est une start-up et on n'a pas nécessairement, on se saigne en fait pour pouvoir avoir autant de gens en fait. Donc je disais par rapport à ça, donc on a 5 personnes, 3 personnes en plein temps, 2 personnes qui viennent nous aider en tant que freelance. Et un truc très important quand on s'est mis en partenariat avec Lucas, c'était, j'ai dit à Lucas, et tout de suite il a accepté parce qu'il a vite compris en fait le but de la manœuvre. J'ai dit on va bloquer les salaires pendant une durée d'au moins 5 ans. Donc on était parti sur des salaires assez bas, des salaires je dirais convenables, hein, mais rien d'extravagant, et on les a gardés, et on continue de les garder, et plutôt que, alors qu'on pourrait très bien s'offrir une petite liberté, parce que là je pense qu'on a embauché notre premier plein temps il y a 6 mois, on aurait très bien pu dire, bah non, finalement, on augmente les salaires et tout. Non, non, on se tient à ce qu'on a dit, on tient la barre, et plutôt que d'augmenter nos salaires, on prend un employé. Et ça nous permet en fait de nous débloquer du temps, mais de ouf, quoi. Parce que l'ambition, c'est de grossir la boîte à fond, d'ouvrir des nouvelles villes, c'est quoi? Alors effectivement, là on en est arrivé à un point où on commence à voir la concurrence arriver aux portes en fait. Et Inspiré par vous? alors eux, je pense qu'en fait à peu près au même moment, je pense qu'ils sont un peu plus vieux que nous. Ils ont peut-être 1 ou 2 ans d'avance sur nous. Et ce qu'il y a de marrant en fait, c'est que c'est un anglophone qui a commencé son business en France, à Paris. Donc je vais pas donner le nom, mais ils sont arrivés jusqu'au Japon en fait. Ils ont des destinations et leur business model il est assez facile. Donc c'est une boîte internationale qui a ouvert un bureau au Japon, ou il a réouvert une autre boîte au Japon? Alors non. En fait, non. Alors leur business model, et nous on va s'orienter plus ou moins vers ce business model aussi pour l'international, c'est plutôt le concept de plateforme, un peu comme Airbnb ou Uber ou tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils trouvent des photographes dans les destinations telles que le Japon, et ils leur proposent en fait d'être freelance pour eux, et puis eux ils s'occupent de tout ce côté marketing, mais aussi de tout ce côté avoir un site, et tout le temps que ça prend de gérer un site avec un système de réservation et blablabla, et accepter les paiements. Donc eux ils s'occupent de tout ça. Tout ce que le photographe a à faire, c'est de faire le travail, de faire des ateliers photos in situ. Le seul problème, en fait, et c'est pour ça que nous, on y réfléchit quand même à 2 fois avant de se lancer sur ce business model, qui paraît bien, il est juteux, il est assez facile de scale, d'arriver à une échelle en fait internationale. Par contre, c'est très difficile de contrôler la qualité. Et on le sait déjà, parce que de toute façon, c'est assez cash. Il y a TripAdvisor, que tu dois connaître effectivement, obligatoirement, sur lequel on a vu des feedbacks de clients qui ont pris à la fois chez nous et chez eux. Et là, il n'y a pas photo. Si je peux me permettre le terme dans mon business, il n'y a pas photo. On est à 5 étoiles, ils en sont à 3. Le même client a eu l'intelligence de ne pas nous citer, et a dit ouais, j'ai pris avec 2 compagnies différentes et il n'y a pas photo, quoi. C'est nous les meilleurs. Et du coup, comment est-ce que tu vas gérer cet aspect de contrôle qualité? Et bien là, c'est effectivement le contrôle de la qualité. En fait, c'est le truc le plus difficile quand on va à l'international, et c'est ce pourquoi en fait on t'a approché, Stan. C'est pour essayer dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'il soit francophone ou anglophone, essayer de trouver des gens qui puissent nous donner des idées. Nous, on veut partir sur une idée un peu à mi-chemin entre ce système de plateforme informatique à la Airbnb, Uber, etc., et un système de franchise où, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on aille, nous aussi, donc ceux qui ont l'expérience, sur la destination, et qu'on s'occupe de créer ensemble les produits pour avoir une certaine constance dans la qualité, dans le niveau de qualité en fait, de manière globale. Et pareil, le gars, si on l'embauche, alors je ne sais pas encore en quel terme, il faudra qu'il vienne au Japon, là où nous on a déjà une base et on sait ce qu'on fait, et qu'il apprenne. Parce que
une grosse différence avec, je pense, la plupart des auditeurs de ton podcast, je pense, hein, c'est que vous êtes beaucoup sur de l'internet, en fait, sur des produits qui peuvent se vendre sur internet et où t'as pas vraiment besoin d'être physiquement, trop en tout cas, avec le client. Alors que nous, on a toujours besoin d'être avec eux. Faut qu'on y soit physiquement. Donc ça pose vraiment un problème pour nous en matière d'expansion, parce que ça veut dire que si on veut s'assurer de la qualité et pas faire ce que les concurrents font et risquer de se casser les dents, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on investisse notre temps et notre argent, là, pour le coup, pour apporter la qualité ailleurs, en fait. Pour apporter notre savoir-faire. Alors on a tout notre savoir-faire qu'on est en train de compiler. Tu sais, Mao avec son petit livre rouge. On va faire le petit livre iExplore, donc on va essayer d'avoir des formations pour les formateurs, des vidéos, des textes, des forums, etc. Mais rien ne remplace quand tu fais un produit comme ça, où tu marches en ville, en fait, pour prendre des photos, il faut quand même y aller, quoi, parce qu'il faut se rendre compte de la réalité sur le terrain. Il y a des trucs qu'on fait au Japon, qu'on sait déjà, qu'on ne pourra pas appliquer sur d'autres destinations. C'est totalement impossible. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, le Japon est très laxiste par rapport à ses lois sur les trépieds. Poser un trépied au milieu d'un endroit, d'une foule, je sais pas pourquoi, ça leur pose pas trop de problèmes, alors que ça peut être quand même assez dangereux parfois. Donc nous, on arrive avec des groupes de 6... Dangereux, pourquoi? Parce que tu bloques, tu comprends, tu bloques le passage. Les flics n'aiment pas ça, hein. Tu mets ton trépied sur le Trocadéro à Paris, tu vas vite être emmerdé par les flics. Ils veulent pas de ça. Tu gênes la voie publique. À partir du moment où tu as un trépied, de toute façon, tu t'imposes sur la voie publique et ça les gêne, les flics. Donc il y a des villes comme Paris où je suis sûr et certain qu'on ne pourra pas faire ce qu'on fait à Tokyo. On t'imagine pas. Tu sais, le fameux carrefour de Shibuya, où il y a de Tokyo, où il y a plein de gens qui passent en même temps là. Ouais. Tu vois un peu cette image? Ouais, je vois. Et nous, on est là, on a trouvé un spot où on arrive à mettre 6 personnes avec 6 trépieds et à prendre des photos en pose longue. Et les flics, ils sont juste à côté. Mais ils s'en foutent, parce que de toute façon, on arrive... En fait, au Japon, ce qui est important, c'est de pas faire de vagues. On arrive à ne pas faire de vagues, en fait. On fait chier personne, en fait. Et comme on fait chier personne, ils viennent pas nous faire chier. Alors qu'en France, ce serait pas pareil si on fait en France. Là, on viendrait nous faire chier. Les flics viendraient nous faire chier, c'est sûr. Donc la France, ça serait un des prochains pays où tu penserais à mettre tes pierres. Ça serait quoi, par exemple? La suite logique du Japon, c'est quoi? La suite logique du Japon, c'est Hong Kong, Séoul, Taïwan, en tout cas, tout ce qui reste Asie de l'Est, quelque chose qui reste proche de nous géographiquement, mais culturellement aussi, dans la façon que la société a de fonctionner. Alors je sais que c'est pas exactement la même chose, hein, mais bon, c'est pas non plus comme comparer la France et le Japon. Il y a des choses, je sais déjà qu'à Hong Kong, il y a des choses qu'on fait au Japon, à Tokyo, qui s'appliqueront à merveille à Hong Kong, parce que c'est un peu la même... de toute façon, tu le vois quand tu tapes Hong Kong et quand tu tapes Tokyo sur Google Images, c'est un peu la même essence, tu vois. Alors que quand tu tapes Barcelone et Tokyo, bon, c'est pas la même chose, tu vois. Alors que c'est bien plus facile pour nous de reproduire ce qu'on sait déjà faire. Et on l'a déjà vu, en fait, quand on a ouvert notre branche ici, où là, moi, je suis en ce moment à Kyoto, qui est une ville quand même assez différente du reste du Japon, telle que Osaka et Tokyo, qui est quand même plus petite, avec des immeubles et une atmosphère très différente dans les rues, et ça a été difficile pour nous, ça nous a pris du temps pour adapter notre façon de faire à la ville, en fait. Et on n'y est pas encore à 100%, mais on est presque en train d'y arriver. Est-ce que tu penses avoir maximisé ton business au Japon? Non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce que tu penses déjà à internationaliser et pourquoi pas, concentrer toutes ces ressources qui sont encore limitées sur le Japon? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il faut aujourd'hui que tu penses directement à l'international? Excellente question que je pose beaucoup avec mon partenaire Lucas, qui lui est plutôt un avocat de dire il faut qu'on arrive à maximiser au Japon, parce que très clairement on n'est pas arrivé au top du market cap, du max du marché, en fait. Et le problème, c'est que c'est la concurrence, en fait.
Quand la concurrence est arrivée et que sur leur site web, ils peuvent se targuer d'avoir autant de destinations dans le monde, un client lambda qui va arriver, même si notre site est meilleur, même si notre offre est meilleure, il y a ce petit côté en plus que eux ils ont, que nous on n'a pas, de dire ah bah, si je prends un produit avec eux, peut-être que je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas je vais avoir des réductions sur les prochains produits, sur les prochaines destinations où j'irai. De toute façon, pour survivre, à mon avis, là, on a C'est-à-dire, tu vois, parce que j'aurais dit l'inverse, moi. J'aurais imaginé l'inverse. J'aurais imaginé, j'arrive, tu vois, sur un de sites. Il y en a un qui fait un peu tous les pays, tu vois. C'est un peu une chaîne internationale, ok, je vois un peu. Oui. Bon, peut-être que le service, c'est pas mal et tout. Mais il y en a un qui fait vraiment que le Japon. Je me dis, ah, eux doivent être pointus dans leur truc, tu vois, ils doivent être passionnés par leur truc. Et dans la mesure où, tu vois, je fais un voyage à la fois, quoi. J'ai pas besoin d'acheter des réservations dans 3 pays à la fois. Je me serais dit, du coup, que tu vois, euh, le truc vertical, profond, aurait eu un avantage Ouais. sur ce type de service. C'est intéressant que tu penses l'inverse. Mais je suis pas contre l'idée, parce que je sais de toute façon qu'on n'est pas arrivé jusqu'au maximum de notre marché au Japon, loin de là. Et en même temps, on a tellement d'ambition, on veut vraiment aller plus loin. Et il y a un autre truc aussi hein, qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est le produit qu'on a réussi à développer, Stan, on a réussi à le développer que grâce aux avancées technologiques, en fait. Qui sont... Il y a 5 ans, ce qu'on est en train de faire, on n'aurait pas pu le faire parce que les gens n'étaient pas équipés tels qu'ils sont équipés quand ils arrivent dans un pays étranger. Ils n'arrivent pas avec le Canon, avec un magnifique écran derrière l'appareil photo sur lequel on peut donner un feedback direct sans avoir à attendre et qui fasse sens parce que l'écran il est beau, il n'est pas tout pourri et on arrive à voir ce qui se passe. Les gens arrivent avec des téléphones portables de nos jours qui valent en fait la plupart des appareils qu'ils avaient avant, même qui le dépassent. T'as des gens qui font Donc, le tour avec un téléphone portable. oui, il y a certains circuits en fait qu'on arrive à et on les a pensés comme ça pour qu'ils soient en fait adaptés avec des téléphones portables. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement des photographes qui joignent nos circuits. C'est avant tout des gens qui ont cette soif de découvrir la photographie et l'art de la photographie. Donc ça n'a pas nécessairement à voir avec... Évidemment, quand tu as un appareil photo, tu arrives à faire des trucs, et il y a des circuits où tu peux pas venir avec ton appareil ton portable. C'est pas possible, tu pourras pas faire. Il faut absolument un appareil photo. Mais il y a des circuits pour lesquels un appareil photo est parfois même recommandé, parce que l'appareil photo, il a une toute petite lentille, tu sais, le lens de l'appareil photo, il est tout petit, donc tu arrives vraiment à le coller sur des parois qui reflètent la ville, et tu arrives à avoir des photos malades. Alors que sur le Canon, tu vois, la lentille, elle est comme ça, elle est énorme, tu n'arrives pas à avoir les mêmes résultats. Parfois, l'appareil photo sur ton iPhone, il te donne, en fonction des environnements, des meilleurs résultats en fait. Ça dépend de l'iPhone aussi. Donc, pour reprendre ce que je disais juste avant, qui sait dans 5 ans où on en sera par rapport à la technologie. Si ça se trouve, dans 5 ans, ça fera plus sens de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, on a aussi un petit peu cette peur au bout d'un moment d'être dépassé par la technologie et que les gens n'en aient plus rien à foutre en fait de prendre des photos à l'étranger en fait. Parce qu'ils vont arriver avec des trucs de malade. Et ils vont tout enregistrer. Dans quel scénario est-ce qu'ils n'en auront plus rien à foutre de prendre des photos? Dans un scénario où ils arriveront à... Et on en voit de plus en plus avec une GoPro, et de toute façon ils s'en fichent, ils enregistrent tout, et ils ont parfois la chance d'enregistrer un truc bon en fait. Et ça les intéresse plus de prendre des photos parce que... Et alors là, nous, il faudrait qu'on évolue en termes de business model. Ils prennent de la vidéo. Donc là, déjà, on est dépassé. Nous, on propose pas ça encore, la vidéo. Tu vois? Donc, les habitudes de consommation du client risquent de changer. Mais si j'arrive avec une GoPro et que je filme tout ce que je fais, je vais me retrouver avec des rushs totalement indigestibles. Ils en font quoi après de leur... Écoute, ça, il faut leur demander. Ça, j'en suis pas très sûr. Mais c'est vrai qu'effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on essaye, comme je disais auparavant, de pas trop se concentrer sur l'aspect technique
et settings, les réglages de l'appareil photo, et plutôt sur le côté artistique. Le côté essayer de prendre parce que prendre des photos jolies avec l'iPhone, le dernier iPhone, t'as même plus besoin, n'importe quel singe peut appuyer sur le truc et ça sort joli. C'est magique. C'est dû à quoi ça? C'est un algorithme dedans qui ajuste tes paramètres. Pourquoi? Oui, effectivement, ils ont des intelligences artificielles, enfin pas encore des intelligences artificielles, mais ils ont des algorithmes dans les appareils. Ils ont maintenant sur l'appareil, sur les derniers appareils, ils ont pas une lentille, mais deux lentilles qui permet d'avoir ce qu'on ne pouvait pas avoir avant avec les appareils photo, des téléphones portables, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir un bokeh. Tu sais ce que c'est qu'un bokeh? Donc Non, c'est je sais pas. Alors avoir un bokeh, c'est-à-dire, c'est un mot japonais d'ailleurs, ça veut dire avoir le premier plan bien mis au point, clair, et l'arrière-plan bien crémeux comme ça, dans le flou, dans un flou artistique. Et ça, c'était impossible à avoir avant sur l'iPhone 5 par exemple, l'iPhone 5 que j'ai qui est tout pourri. Mais maintenant, ils arrivent à l'avoir parce qu'ils ont un système en fait assez malin où ils prennent deux photos en même temps, et ils arrivent à les mélanger vite fait. Parce que tout ça, ça va très vite. Donc, les gens, ils vont arriver avec des appareils photo dans un truc qui ressemble à un iPhone, qui va leur permettre de prendre des photos jolies, quoi qu'il arrive. Ils appuient, ils prennent des photos jolies. Ils n'ont plus rien à faire. Mais prendre des photos intéressantes, alors là, c'est un autre. Là, c'est pas juste appuyer sur le bouton. Là, il faut se creuser la tête. Et c'est là où nous, on intervient, et c'est là où nous, on arrive à en fait apporter de la valeur au client, qui va se dire, ah ouais, si eux, ils étaient pas là, j'aurais jamais pris cette photo. Pas possible. Je vais faire une petite transition sans vraiment trop de sens, mais c'est un sujet sur lequel je parlais par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur l'internalisation. C'est quoi ta philosophie en matière de recrutement et en Oui. matière de management derrière? Est-ce que tu connais un bouquin qui s'appelle, en tout cas en anglais, Why Employees Are Always a Bad Idea? Je connais pas. Ok, c'est un type qui s'appelle Chuck Blakeman, et ça fait partie de mes recommandations en termes de bouquins. Donc j'imagine, j'ai pas regardé la traduction en français, mais j'imagine que la traduction ça doit être Pourquoi avoir des employés est toujours une mauvaise idée. Et donc lui il part dans un délire en s'inspirant en fait de modèles de modèles d'entreprise. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises dans la technologie, mais pas que. Il y a aussi des entreprises comme par exemple des entreprises dans le retail aux États-Unis, l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, je sais plus comment il s'appelle, qui en fait ont des systèmes de recrutement où tu veux t'assurer que tu n'embauches pas des employés, mais ce qu'on appelle en anglais des stakeholders. Pas nécessairement des shareholders, mais des stakeholders. C'est-à-dire des gens qui vont avoir un intérêt, et c'est ce que je rejoignais, c'est pour rejoindre ce que je disais un peu plus tôt, d'employer des gens par rapport à leurs attitudes plutôt qu'à leurs aptitudes. C'est des gens en fait qui vont finalement comprendre ton point de vue en tant qu'entrepreneur dans la boîte et qui vont partager avec toi ta vision, ta philosophie et qui vont avoir une attitude adéquate. Donc par exemple, ça nous a pris 1 an avant de trouver quelqu'un. Le type qu'on a embauché il y a 6 mois, on a mis 1 an à le trouver. Bon, alors attention, on n'a Qu'est-ce que pas... tu as fait pendant 1 an pour chercher cette personne? Tu as parlé à des dizaines de candidats ou... Alors, on a même mis des pubs sur Facebook, on a fait tout ce qu'il fallait en fait. Hein. On n'a pas investi énormément d'argent parce qu'on n'est pas allé sur des grands sites de recrutement. De toute façon, on n'aurait pas trouvé je pense qu'on n'aurait pas trouvé le candidat là-bas. Parce que sur les grands sites de recrutement au Japon, déjà on est limité. On n'a pas vraiment énormément de choix en termes de gens au Japon. Après, ce qu'on propose comme produit, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Et c'est-à-dire que quand tu proposes, par exemple, un boulot d'enseignant d'anglais, English teacher, Il y a beaucoup de au candidats. Japon, oui, il y a beaucoup de candidats. Et puis, les gens se font tout de suite une idée de ce que c'est. Tu vas être dans une classe, tu auras des élèves, tu vas leur enseigner l'anglais. Bon, pas compliqué. Je veux dire, t'as vite fait d'avoir une image de ce à quoi t'attendre en tant que candidat pour ce poste.
Mais quand je te dis, il va falloir que tu fasses des photo adventures, des aventures photographiques dans la ville, bon, alors là, il faut que tu sois quand même bon en photo, faut que tu sois un peu guide, faut que tu connaisses bien la ville, faut que tu sois aussi affable avec les gens, parce qu'il faut pas que tu arrives, et comme je disais avant, il faut pas que tu sois un connard, quoi. Donc ça fait pas quand même, et tu vas pas être devant un ordinateur, donc il y a quand même pas mal de qualités à avoir. Donc, comment est-ce que tu as trouvé la personne qui recoupe toutes ces qualités et qui, en plus, se trouve être au Japon? Alors, se trouve être au Japon, là, franchement, je pense que c'est juste le fait du hasard, on a été chanceux. C'est pas facile parce que dans le marché de l'emploi, du recrutement en japonais, on a eu personne, et je pense qu'on aurait eu personne de toute façon. Donc il a fallu prendre ce qu'on appelle un gaijin au Japon, c'est-à-dire un étranger. Et puis c'est tant mieux parce que de toute façon, l'étranger, il a un peu la vision du client qui arrive, vu qu'il partage la même culture. Et on a fait des entrevues, on a fait des tests, on en a testé. On a fait pas mal on a reçu pas mal d'offres et on a fait pas mal de tests. Je pense qu'on en a fait à peu près 5 ou 6. De temps en temps, il y en avait un, on se disait, ah, il a l'air pas mal. On l'a testé plusieurs fois et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, ils sont pas si intéressés par ça que du projet, par rapport au projet. Et donc, on a pris quelqu'un finalement qui a envie d'apprendre en fait et qui a cette attitude du, écoute, Axel, je sais pas trop comment ça se passe, mais je vais essayer. Et je vais essayer à fond. Et pas le gars, on a eu des gars par exemple qui sont arrivés et qui ont dit ouais, ça je peux faire. Ouais, ça je peux faire. T'es sûr que tu peux le faire? Ouais, ça je peux faire. Et puis bon, ils se sont cassés les dents. Donc là on a dit bon, tu vois, tu sais pas le faire. Ah ouais, en fait, je sais pas le faire. Bon bah t'as pas la bonne attitude quoi. Ou alors t'avais le gars, euh, ça se passe, et puis tu vois très vite qu'il y a un problème de relationnel avec les gens. En fait, ça clique pas. Les gens, les clients, ils sont pas, tu vois, physiquement ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça. Et donc là, le gars, bah, il avait cette attitude du, je suis prêt à apprendre et, euh, et je suis intéressé par le projet. Je suis passionné par le projet. En fait, c'est des gens qui sont passionnés par le projet. De toute façon, on n'offre pas un, notre offre en termes de salaire n'est pas suffisamment impressionnante pour qu'on puisse avoir le choix parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs photographes du monde, ou je sais pas. Donc on peut pas par exemple se permettre de faire venir quelqu'un de l'extérieur du Japon, lui payer tout ce qu'il y a visa, etc. C'est un peu compliqué encore pour nous. Donc, donc il nous faut des gens, et il nous a fallu des gens, on a trouvé des gens, et tous les gens qui travaillent pour nous sont passionnés en fait par cette idée qu'on a euh, de d'enseigner aux clients à aller au-delà en fait des photos qu'ils auraient faites sans nous. Tu as parlé de trouver des gens qui sont des stakeholders. C'est quoi les aspects financiers de ça? Alors, il y a plein de trucs par rapport à ça qu'on n'a pas encore nécessairement mis en place parce qu'on n'est pas, c'est notre première embauche, donc on n'est pas assez confiant par rapport à ça. Mais par exemple, euh, en interne, à terme, tout le monde va savoir exactement qui gagne combien. Et ça fait partie de la méthodologie du bouquin ou c'est... Oui, ça fait ok. partie de la méthodologie du bouquin. C'est une des méthodologies, hein, il n'y a pas que ça. Quel bénéfice de ça? Le bénéfice, c'est que si, enfin évidemment, il faut que ça soit transparent. Parce que quand il y a beaucoup de transparence en fait dans une entreprise, et j'ai travaillé pour des entreprises anglophones auparavant dans ma vie, qui avaient déjà ce concept en place. Et quand il y a beaucoup de transparence, tu te sens mieux en fait en tant qu'employé. Tu te dis, ah ouais d'accord, en fait je gagne la même chose que le type qui est au-dessus de moi. Bon, bah, j'ai plutôt intérêt à assurer quoi. Je vais pas faire mon con quoi. Tu te sens tout de suite aussi euh, ouais, plus mise à niveau, et ça permet, ah, putain, je trouve pas le mot en français, bonding, ça permet en fait de créer du lien en fait. Euh,
un lien sain. C'est un truc qui se fait pas beaucoup en France parce qu'on n'a pas la même culture. On n'aime pas trop parler d'argent. Mais je pense que c'est un truc qui est assez bon. Et à part ça, il y a par exemple et alors ça permet aussi d'avoir d'autres systèmes comme des intéressements par rapport aux bénéfices, par rapport aux chiffres réalisés en fin d'année. Au Japon, par exemple, ils sont fans de ce qu'ils appellent les bonus. Donc les bonus, ça arrive 2 fois par an, une fois en été, une fois en hiver, et t'es quasi sûr de les avoir. Donc en fait, finalement, que tu travailles, que tu sois effectif au travail ou pas, ça revient au même pour toi, quasi. Donc c'est un 13e mois, un système similaire. Exactement, effectivement. Sauf que eux, ils ont 2 mois. Sauf qu'ils en ont 14. Ouais. Et bon, après, le japonais n'est pas très effectif au boulot. Par contre, il est très présent au boulot. Ouais. Il y passe quand même pas mal d'heures. Il faut quand même lui donner une compensation. Sauf qu'ils n'ont pas ce lien avec l'entreprise sain, tu vois. Et c'est ce qu'on essaye de développer, en fait. C'est quoi le lien qu'ils ont avec l'entreprise au Japon? Comment tu le définirais s'il n'est pas sain? Comment est-ce que tu le décrirais? Je dis pas qu'il est pas sain. Je dis que par rapport à l'argent, par rapport à ce 14e mois, aux 14 mois, finalement, comme il t'arrive, quoi que tu fasses, comme c'est un bonus automatique, c'est un peu, c'est pas vraiment un bonus, il faudrait l'appeler autrement, c'est juste le 14e mois, quoi, donc. C'est pas motivant, voilà. T'as pas la motivation derrière. Et donc toi, tu verrais à terme dans ta boîte un système de on va bloquer X% des bénéfices qui vont être reversés dans un pool. Alors, ça c'est l'aspect financier, mais faudrait que tu lises le bouquin, je vais pas aller dans tous les détails parce qu'il est quand même assez long, mais il y a d'autres moyens de donner en fait des récompenses aux gens, et parfois ça peut ne pas être financier. Donc là, par exemple, j'ai une autre boîte qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, et j'ai embauché quelqu'un, et je lui répète tout le temps, c'est un Français, il est très bon dans ce qu'il fait, mais il a besoin un peu de micromanagement, et je lui répète tout le temps, mais écoute, si tu arrives à faire ton boulot en 5 heures, et tant mieux. Et voilà, ce que tu as comme compensation, c'est que finalement, bah, tu peux t'arrêter et faire autre chose, quoi. Je te demande pas Tu comprends? C'est pas nécessairement la récompense n'a pas besoin d'être nécessairement financière, en fait. Elle peut être en temps. Et le temps, c'est très important. D'ailleurs, si tu regardes la couverture de ce livre, c'est en fait, c'est un type en fait qui démonte le système de management à l'ère industrielle, en fait. C'est-à-dire, tu pointes, tu arrives avec ta pointeuse. C'est une time clock où tu dois pointer, c'est ça? Voilà. J'avoue que je le devine parce que je ne sais même pas à quoi c'est censé ressembler. Donc je devine. Si, mais c'est ça en fait. C'est ça. Et c'est-à-dire que on va arriver, de toute façon, c'est clair et net qu'on va arriver dans un monde d'ici 10 ans où cette façon de faire de management de l'ère industrielle qui est encore bien présente. De toute façon, c'est ce qu'on a appliqué, hein. Quand on voit les gens dans leur petit cube, dans les entreprises, pointer de 9 à 5, c'est un peu le même principe, parce qu'au lieu d'être sur une chaîne de construction, ils sont sur leur petite boîte, et ce qu'ils vendent, c'est leur temps. Donc finalement, le temps, c'est très important. Si tu arrives à motiver les gens, non pas par rapport aux finances, mais par rapport au temps, je pense que ça peut être c'est un truc qui s'applique. En fait, c'est peut-être pas nécessairement... Quand tu dis par là, ils vont être motivés par rapport au temps, c'est-à-dire ils vont travailler moins. Oui, et alors c'est pas un truc qui va s'appliquer très bien en France, vu que on travaille déjà, à mon avis, pas beaucoup par rapport aux autres pays du monde. Donc je pense qu'on a plutôt gagné par rapport à ça. Mais par rapport aux Japonais, par exemple, si ça va être dur de changer leur mentalité, mais si tu leur expliques que c'est bien pour eux au lieu de prendre je crois que c'est 12 jours de congé max par an, prenez un mois, ils vont être contents. Après, c'est pas gagné, parce qu'il y a une question de mentalité et de culture par rapport à ça. Je voulais voir justement un dernier petit segment sur la question de la culture. Est-ce que tu parles japonais? Oui, couramment. D'accord. Et c'était quoi ton expérience à monter une boîte au Japon en tant qu'étranger? C'est génial. C'était facile? Génial. Alors, facile... Disons qu'il faut arriver quand même avec un certain niveau de japonais. Sinon, tu seras obligé d'avoir un partenaire qui comprenne la langue comme sa poche. Enfin, comme sa langue, en fait. Et
moi, j'avais déjà cet avantage d'avoir vécu à ce moment-là, ça faisait combien de temps? Je crois 6 ans au Japon. J'ai un certain don pour les langues, c'est comme ça. Enfin, je m'en suis rendu compte quand je suis parti pour la première fois à l'étranger, pas à l'école, parce qu'à l'école, c'est assez pourri. Mais dès que je suis parti à l'étranger, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des facilités à apprendre les langues. C'est incroyable. Et donc, je me suis mis là-dedans. Et le japonais, comme moi j'avais déjà appris d'autres langues auparavant, donc j'avais la méthode d'apprentissage en fait. Et donc j'ai appris le japonais très vite, à l'écrire aussi et le lire, enfin surtout à le lire plus qu'à l'écrire. Et donc ça m'a permis vite fait en fait d'avoir les bases pour pouvoir créer mon business. Bon, j'avais l'autre avantage, c'est que j'étais déjà marié avec une japonaise. Donc en termes de paperasserie, j'avais pas besoin d'avoir un visa d'investisseur, blablabla, qui coûte extrêmement cher. Par contre, c'était toutes les démarches administratives qui étaient plus complexes. Au départ, on a pris pour la première boîte qu'on a créée, on avait pris je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en tout cas c'est quelqu'un, une sorte de proxy, quelqu'un qui s'occupe de pas mal de paperasserie, qui nous explique, qui fait pas mal de traductions en anglais. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, spécialement avec l'évolution, des trucs qui se font sur Internet de nos jours, qu'il y a des façons, mais super simples, super rapides. Il faut avoir un certain niveau en japonais. Il suffit de cliquer 2 ou 3 fois ici et là, remplir quelques papiers, et ça passe, quoi. Alors, la paperasserie japonaise, c'est compliqué. Je pense plus compliqué qu'en France. Par contre, c'est net et décisif. Et une fois qu'on a le système, en fait, bien en tête, ça passe. Alors que de souvenir de ce que ça fait 20 ans, enfin ça fait 15 ans que je suis plus en France, mais de ce que je me souviens de la France, par exemple, c'était, on savait jamais sur quel pied danser, quoi, pour remplir des papiers, c'est l'horreur, quoi. Alors qu'ici, au moins, il y a un système, quoi. C'est des gens très logiques. C'est compliqué, mais c'est très logique. J'ai entendu dire qu'au Japon, si tu as une petite boîte, ça peut être compliqué notamment de communiquer avec les banques. Alors oui. Tu as une expérience là-dessus? Alors, encore une fois, je pense que le Japon, c'est vraiment un problème de compréhension de la langue et un problème de compréhension de la culture, de la façon d'interagir avec les gens. J'ai déjà voyagé un peu, comme toi, en Thaïlande et en Asie du Sud-Est, en Chine, et je pense que les Japonais sont vraiment des gens très compliqués à comprendre avec notre vision d'occidentaux. Donc, au-delà de la langue en elle-même, il faut aussi comprendre les clés du rapport social que tu as avec les gens. Donc, je pense que la plupart des gens, des occidentaux qui vont au Japon, qui créent une petite boîte, ils se retrouvent non seulement coincés par rapport à la langue, qui est quand même assez difficile à apprivoiser, mais aussi par rapport à toute cette interaction sociale. Par exemple, il y a des contrats qui ne se passent jamais. Le vrai contrat, il se signe jamais au bureau, il se signe à l'izakaya, au bar d'à côté, quoi. C'est tout un tas de trucs qu'il faut connaître. Et si culturellement t'es pas habitué à ça, et que t'arrives avec tes gros sabots d'occidentaux et que tu veux imposer ta loi, les Japonais, contrairement à d'autres cultures, je pense, en tout cas, ils sont plus... Voilà, c'est soit tu l'as fait à la japonaise, soit tu dégages, quoi. Ok. Je voudrais qu'on passe à la dernière petite section, le dernier petit segment qui sont les questions que je pose à tout le monde. J'en ai 3. La première question, c'est si tu pouvais revenir dans le temps, quel conseil est-ce que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans? Je donnerais le conseil de passer un peu plus de temps avec tes proches. Parce que moi, je suis, comme toi, un expatrié. J'aime pas le mot expatrié, je suis plutôt un impatrié. C'est-à-dire que je suis parti de moi-même, personne ne m'y a envoyé. Et, et donc, du coup, tu passes moins de temps avec ta famille. Et quand il y a un membre de ta famille qui s'en va, tu te rends compte que, merde, ça fait 15 ans que je suis parti, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. Et le plus important, finalement, à la fin, c'est le temps, quoi. On est vraiment limité en temps. Surtout en tant qu'entrepreneur. Parce que tu as 30 000 projets, tu as 10 000 trucs à faire, tu as toujours l'esprit occupé à autre chose. Et après, tu as une femme, après, tu as un enfant. Le seul temps que j'ai pour moi-même, c'est quand je ferme la porte des toilettes. Tu vois, donc j'ai pas beaucoup de temps à passer. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est quand même, s'il te plaît, Axel, essaie de faire un peu plus de temps pour tes proches et retourne en France, ça doit être un peu plus sombre. Tu retournes à quelle fréquence en France? Là, en ce moment,
j'y suis plus retourné depuis 2 ans et je dois avouer que c'est plutôt la France qui vient à moi, vu que j'ai un petit de 3 ans. Ça devient très compliqué de voyager. Donc ma mère est venue là il y a il y a quelques mois. Sinon, avant ça, j'essayais de retourner une fois par an. Le Japon, c'est loin. C'est 15 heures, 14, ça dépend vraiment du vol, mais même si c'est en direct, c'est 12 heures de vol. C'est cher. Il y a le décalage horaire qui est énorme. On prend plein la tête. C'est dur, en fait, c'est dur. Et plus tu vieillis, plus c'est dur. T'as 25 ans, le décalage horaire, en 2 jours, c'est fait. Quand tu vieillis, plus difficile. Tu te réveilles le matin, c'est dur. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors, il n'y a pas de livre que je recommande souvent parce que je suis un très mauvais lecteur. Par contre, j'ai lu celui-là, dont je te parlais juste avant, qui est Why Employees Are Always a Bad Idea, de Chuck Blakeman. Et ça, je le recommande pour tous ceux qui veulent essayer, pour toutes les personnes qui veulent en fait embaucher des gens et avoir une petite introduction sur comment... Le gars, il a quand même formé l'équipe de Google. Donc c'est pas un naze, quoi. Il faut quand même essayer de respecter son point de vue. C'est un peu olé olé, c'est pas des pratiques de management encore très répandues, mais ça commence vraiment à faire son nid, surtout avec des exemples tels que Google. Donc je pense qu'il faut le lire. Mais ce que je recommande surtout, en fait, c'est plutôt de regarder... c'est déjà Stan, regarder ton podcast et tes vidéos, parce que je pense qu'elles sont très bonnes. Mais aussi tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est podcast, tout ce qui est vidéo, les conférences TED. Et il y en a une en particulier, en fait, qui a changé ma vision du business en général. Qui a changé ma façon de concevoir ce que je fais. Et c'est mon partenaire Lucas qui me l'a présenté. Et ça s'appelle, je vais retrouver le nom, je sais pas s'il l'a en anglais. Start with the why. Simon Sinek. Simon Sinek. Et ça, ça vaut de l'or parce que, pour te donner un exemple, j'ai donc 2 business, donc celui dont on est en train de parler, qui s'appelle iExplore et donc qui est les ateliers photo, les photo adventures, et j'en ai un autre qui s'appelle Coco le Travel. Et j'en parlais récemment avec mon partenaire sur Coco le Travel. Le problème avec Coco le Travel, c'est qu'on ne comprend pas notre pourquoi, notre why. On ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Et on n'a pas la vision, en fait. C'est quoi le business de Coco le Travel pour donner aux gens un contexte là-dessus? Alors en fait, tout est résumé. On a fait vraiment un gros boulot. En fait, je me souviens encore, c'est Lucas, il est arrivé. On a une petite office, un petit bureau à Tokyo, dans un immeuble très connu qui s'appelle Nakagin Capsule Tower, qui est un immeuble iconique qui est très petit, des petites capsules de 10 mètres carrés. Et donc c'est notre bureau, on est arrivé, on a fait un petit meeting, il s'est assis, il m'a dit, bon écoute Axel, tout ça c'est bien, c'est gentil, on va faire des ateliers photos, etc. machin, mais il nous faut une vision, il faut qu'on sache pourquoi on le fait. We need a why. We need to know why we're doing it. Donc on s'est assis, et au début, c'était des concepts avec lesquels j'étais pas encore familier, mais dès qu'il me l'a présenté, j'ai tout de suite compris, déjà de un, que j'avais fait le bon choix par rapport au partenaire, mais aussi que il nous fallait ça pour aller plus loin que toute concurrence. C'est-à-dire que la concurrence qu'on a là maintenant, par exemple, qui est en train d'arriver au Japon, j'ai pas trop peur d'eux. Parce que je sais que dans notre message, dans notre façon, dans ce qu'on est en train de faire, ça transpire par rapport à notre site web. On le fait bien, on a une mission à accomplir, on a une vision, une philosophie, et on sait pourquoi on le fait. Comment est-ce que tu résumerais cette mission? Alors, tout est résumé en fait dans les 3 mots qui sont en haut de notre site web. Donc on a essayé de distiller tout ça, toutes les idées qu'on avait mises sur un gros tableau, on a essayé de distiller tout ça. Donc notre nom déjà c'est iExplore. Ça c'est ma femme qui avait trouvé le nom. Donc c'est I-E-Y-E, mais en fait c'est un jeu de mots avec I, genre l'iPhone, I, le mois, et Explore par rapport à l'exploration. Et la tagline, c'est « Challenge your eye ». Challenger votre œil. Et c'est pour ça que c'est important, parce que si on regarde la plupart de notre concurrence,
C'est des gens en fait qui se basent vraiment sur le côté photo. Ils n'ont pas vraiment cette vision et ils savent ce qu'ils font et ils savent comment ils font, mais ils savent pas comment et pourquoi ils font. Et nous, on sait pourquoi on le fait. On le fait pour nous challenger, pour challenger nos clients et pour découvrir en fait. On fait par exemple un truc qu'aucun concurrent ne fait et ne fera, c'est on fait par exemple des ateliers photo où on va sur le toit des immeubles de Tokyo. Alors on reste dans la légalité, mais on a trouvé des spots. Mais pour les trouver, il a fallu qu'on investisse du temps et qu'on pousse des portes en fait. Il a fallu qu'on aille encore une fois plus loin que ce à quoi on s'attendait. Il a fallu qu'on se challenge en fait. Et je pense que par rapport à ça, on a vraiment bien trouvé notre pourquoi on le fait. On se challenge, on challenge nos clients et c'est l'aventure. À chaque fois quand on part avec nous, nos clients, ils nous disent toujours putain mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Tu vois, ils arrivent à la fin de leur séjour au Japon et ils se disent merde, mais j'aurais dû faire ça le premier jour quoi. Parce qu'ils sont challengés, ils se rendaient pas compte que et tu sais, notre clientèle, c'est 95% de touristes étrangers. Et sur les 5% qui restent, il y a des expatriés, donc en général des femmes de gens riches qui sont venus pour des entreprises au Japon, mais il y a aussi des Japonais. Et les Japonais, c'est toujours les plus surpris. Il y a très peu de Japonais qui viennent. En général, ils viennent parce que leur copain qui est venu de l'autre bout du monde, il a vu ça, allez viens, on fait ça ensemble, ok d'accord, je le fais avec toi. Je connais pas du tout. De toute façon, il n'y a rien en japonais sur notre site encore. On essaye de le traduire, mais c'est pas facile, techniquement. Et les Japonais, ils sont mais putain, mais est-ce que c'est le même Tokyo? J'habite ici. Je suis ici depuis que je suis né. J'avais jamais vu ça, quoi. J'étais jamais allé aussi loin. Et c'est ça. C'est vraiment pour ça qu'on le fait. C'est se challenger et avoir ces réactions sur la tête des gens qui est waouh, waouh. Fallait vraiment y penser, quoi. Fallait vraiment se bouger, quoi. Donc ça, c'est ton pourquoi. Ouais. Et si les gens sont curieux de ce modèle-là, c'est Start With Why de Oui. Simon Sinek. Il y a un TED Talk qui est excellent. Ouais. Je crois qu'il y a un TED Talk les plus de tous les temps. Et il y a un bouquin aussi qui est pas mal. C'est assez hasardeux, les bouquins adaptés d'un TED Talk. Parce que tu as une idée qui avait été présentée en 15 minutes et d'un coup, il faut l'étendre sur 300 pages. Ouais. Mais le bouquin est plutôt bien réussi. En tout cas, j'en ai moins un bon souvenir. Troisième et dernière question pour conclure ce segment. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Oui. Mon proverbe préféré, c'est un proverbe japonais, donc je vais dire d'abord en japonais et après je dirai en français, enfin j'essaierai de le traduire en français. C'est Inonaka no kawazu taikai o shirazu. Et ça veut dire que la grenouille qui est dans son puits, elle ne connaît rien de l'océan. En fait, si on essaye de traduire ça un peu plus, de donner une explication, c'est que, encore une fois, par rapport au challenge, il faut se bouger le cul, quoi. Et il faut pas rester dans son puits. Il faut oser faire le saut et il faut aller jusqu'à l'océan parce que les possibilités sont infinies une fois qu'on y arrive. Super. Pour terminer, tu sais que dernièrement, j'ai fait une grosse erreur dans mon podcast. J'ai oublié de demander aux gens leurs liens. Je suis obligé de les rajouter à la fin. Donc, je ne vais pas oublier avec toi. Quels sont les liens sur lesquels les gens peuvent se rendre pour te retrouver et éventuellement pour prendre contact avec toi? Ok, très bien. Bah, écoute, c'est www.iexplore.com, EYEXPLORE.com. Et de là, ils peuvent voir toute notre offre. S'ils vont sur la page About, ils vont trouver ma tête, la tête de mon partenaire, des gens qui travaillent avec nous. Et voilà. Et donc de là, il y a Contact Us. Ils peuvent nous contacter et puis moi, je serai de l'autre côté en fait. Et donc par rapport à ça, alors, je te remercie beaucoup de nous avoir invités dans ton podcast. La raison principale pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on essaye de trouver en fait des idées de partenaires, alors pas nécessairement financiers, mais idéalement des gens en fait qui ont déjà cette expérience de l'international et dans l'idéal de plateformes informatiques, enfin de plateformes de sites web, plateformes qui pourraient en fait être intéressés par notre projet et nous aider dans nos démarches en fait.
Donc, c'est quoi le profil que tu recherches? Tu recherches là, du coup, quelqu'un pour faire la partie photo ou la partie technique? Ah non, 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 mais là, c'est... à la limite, on cherche un entrepreneur, quelqu'un, en fait, qui a les réseaux et qui va nous booster, en fait. Parce qu'on a vite compris un truc, c'est que faire tout seul, ça prenait énormément de temps et que c'était pas la meilleure solution. Depuis, bah, comme je t'ai dit, on avait pris une agence de relations publiques. On a pris aussi un YouTuber connu au Japon qui nous fait la promotion, qui influence en fait. Et ils font ça tellement mieux que nous. Pourquoi est-ce que tu prends un YouTuber connu au Japon si Mais tes clients ne sont pas japonais? parce que alors ça c'est un gros problème qu'on a par rapport à notre marché, c'est que nos clients ne sont pas au Japon. En tout cas, le gros de notre clientèle n'est pas au Japon. Et c'est très difficile. Au départ, c'était très difficile. D'ailleurs, je me souviens, il y a 3 ans, c'était très difficile de targeter quelqu'un sur Facebook ou Google qui avait une intention d'achat pour une destination autre que dans les destinations dans laquelle il vivait. En fait, si tu veux, pour faire simple, l'industrie du tourisme était encore assez archaïque, il n'y a pas encore très longtemps par rapport aux canaux. Donc il fallait vraiment que les gens... disons que tous ces algorithmes avaient du mal à trouver en fait l'intention des gens de faire un voyage. Donc sur le long terme, il nous faut des gens qui créent un contenu qui est recherché par le voyageur potentiel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le YouTuber est au Japon, mais pas japonais. Ah oui, mais non, pas du tout. Crée du contenu anglophone à destination. Oui, 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 D'accord. oui, oui, oui. D'accord. Oui, c'est très important. Oui. Et donc il a tout ce following de gens qui ont vraiment envie de venir au Japon. Et donc il crée des vidéos, si tu veux, pas nécessairement virales, mais en tout cas il le fait bien mieux que nous. Il arrive à créer un contenu avec une histoire, etc., qui est prenant, et les gens se disent ah mais... Et alors des gens qui n'auraient jamais pensé à prendre un appareil photo et à faire de la photographie se disent ah ouais, mais en fait j'ai carrément envie de faire ça. Donc ça c'est pour ça que c'est très important, et c'est pour ça qu'on a une chaîne YouTube. Et notre chaîne YouTube, en fait, on s'est vite rendu compte que ce qu'on faisait, c'était du contenu qui était bien à la limite pour les gens qui avaient déjà pris un produit avec nous, en fait, un circuit avec nous. Mais en anglais, ils disent awareness. C'était très difficile, en fait, de créer un contenu qui pouvait intéresser, pour nous, hein, dans notre façon de faire, qui pouvait intéresser des gens qui n'avaient jamais pensé à faire ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, si on revient sur cette idée, là, tu as dit que tu cherchais des gens qui pouvaient éventuellement te contacter. C'est quoi le profil de la personne qui peut éventuellement écouter cet épisode et qui devrait te contacter parce que ça peut être intéressant de discuter ensemble? C'est quoi son profil? Ben, le profil idéal, hein, je sais que c'est pas possible. Ça peut être, ça doit être quelqu'un qui est bon en langue déjà parce que l'anglais ça va être indispensable vu que mon partenaire Lucas est anglophone et parle pas français. Ça va être quelqu'un qui a bien voyagé, qui connaît les endroits, qui n'a pas nécessairement connaissance de la photo, mais qui a la passion pour la création de l'image, et qui, dans l'idéal, a des connaissances dans l'entrepreneuriat sur, pas nécessairement plusieurs continents, mais en tout cas, plusieurs pays. Adapter, en fait c'est très simple, c'est adapter une sauce qui marche très bien dans un pays global, dans le monde entier. Ok. Donc, on mettra bien sûr, comme toujours, tous les liens vers ton site notamment, dans la description de l'épisode et puis sur le site pour les gens qui veulent cliquer là-dessus. Sur ce, merci Axel d'être passé dans le podcast. Merci beaucoup Stan. Et à bientôt. Ciao. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Avant de vous laisser, j'ai 2 petites choses à vous dire. La première chose, c'est les évaluations iTunes. Si vous appréciez l'émission et que vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, iTunes, ce genre de choses, prenez 2-3 minutes pour me laisser une évaluation à 5 étoiles. Évidemment, ça marche quelle que soit votre plateforme de podcast. Une petite évaluation 5 étoiles, que ce soit sur iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, ils sortent une application de podcast. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, ça fait toujours plaisir. Ça aide beaucoup le podcast à continuer de toucher de nouvelles personnes. Et puis, vous pouvez me laisser un petit mot
dans les commentaires et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de l'émission en général. La deuxième chose, c'est quelque chose dont je ne vous parle pas si souvent que ça ces temps-ci sur le podcast. Ça fait à mon avis des mois et des mois que je n'en ai pas parlé sur le podcast. C'est un petit guide gratuit que j'ai créé qui s'appelle le guide ultime du site web persuasif, que vous pouvez retrouver à l'adresse sitepersuasif.com. Et ça, si c'est pas un beau nom de domaine, quand même, sitepersuasif.com, qui était totalement libre à l'époque où je l'ai acheté, il y a 2 ans, je crois que je l'ai eu. Et le site persuasif.com, c'est tout simplement une compilation de mes meilleurs conseils pour comprendre comment est-ce que vous pouvez créer un site web qui soit persuasif, un site web qui raconte une histoire, un site web qui met en avant les bons bénéfices, un site web qui donne envie aux gens de s'inscrire à votre newsletter, de vous contacter pour un devis ou d'acheter votre produit. C'est totalement gratuit, vous pouvez y accéder même sans donner votre email. Si vous me donnez votre email sur le site, il y aura des bonus supplémentaires qui arrivent, mais vous pouvez consulter ça. Ça combine certaines de mes vidéos YouTube les plus fondamentales, un petit best-of des vidéos YouTube que j'ai pu produire, plus des conseils, et tout ça structuré dans un guide avec plusieurs chapitres qui vous donnent les bases que tout personne qui possède un site web a besoin de savoir sur la persuasion, sur le design web, sur le copywriting pour pouvoir s'exprimer de manière impactante. Je vous redonne l'URL une dernière fois, sitepersuasif.com. Vous pouvez aussi vous rendre sur marketingmania.fr et ça sera sur la page d'accueil. C'est un des liens qui est mis en avant directement sur le site. Merci à vous d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce podcast et je vous retrouve dans une semaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.